attention effets spéciaux. On va passer au top 5 des unités démons du chaos. Waouh. Alors, les vilains méchants démons. Déjà, bien entendu, on va d'abord parler du top 5 des unités. Ensuite, on va parler de mes 5 unités favorites. Et à la fin, je vous ai réservé une petite mention honorable. Alors, évidemment, dans les listes démons du chaos, qu'est-ce qu'on voit régulièrement? On voit Be'lakor. Alors, même si j'ai vu une ou deux listes qui ne le jouaient pas, la majorité du temps, on l'a dans la liste. Pour la simple et bonne raison que, déjà autour de lui, il crée une aura d'ombre du chaos à 6 pouces qui va permettre justement d'entrer en synergie avec toutes les mécaniques, que ce soit de stratagème ou de capacité inhérente à la faction. Et ça, c'est trop bien. En plus, dans ces 3 capacités, ici, là, je crois que c'est la première, oui c'est ça, la première, qui fournit une aura autour de lui, 6 pouces, qui fait que toutes ces unités, dans cette aura, à portée de cette aura, ne pourront pas se faire tirer dessus si l'adversaire est à plus de 18 pouces. Donc forcément, toutes les armées qui vont être du genre taureau, garde impériale, des trucs comme ça, vont pas trop apprécier ce genre d'aura en début de partie en tout cas. Après, arrivé à un moment, les démons seront forcément à 18 pouces ou moins, et donc du coup, pourront se faire tirer dessus. Mais en général, quand t'es démon et que t'as pas le premier tour, qu'est-ce que t'es content de te mettre en 24 heures du Mans, t'as l'aura de Be'lakor, tu dis, tu me tires pas dessus, et après tu dis, c'est à moi de jouer, je bouge de 12 et je te charge. Bon, après, il a d'autres auras qui peuvent être intéressants au cours de la partie. Particulièrement, je trouve, c'est la dernière. Celle-ci qui vous permet à vous de relancer les tests de Battle Shock, qui va être extrêmement efficace. Et particulièrement, comme on a pu le voir dans les règles de Paria Nexus, où si vous souhaitez lancer une action avec une unité, il ne faut pas être Battle Shock. Donc forcément, si vous pouvez relancer votre test de Battle Shock, ça limite un petit peu les possibilités de ne pas faire d'action. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, évidemment, d'un point de vue un peu plus offensif, sa seconde aura qui oblige l'adversaire à faire des tests de Battle Shock, c'est toujours très très bon, particulièrement avec les règles de l'armée actuellement dans l'index. Au niveau de ses armes, il n'est pas trop mou, Minimum, il a 9 tirs qui touchent à 2+, force 5, et à -2, dégâts 1, ignore couvert, blessure dévastatrice. Et s'il surcharge, il passe à 12 tirs de force 6, PA-3. Voilà, mais il devient hasardeux évidemment. Après, au niveau de son arme de mêlée, 6 attaques de force 14, donc ça veut dire que tout ce qui est endurance 7 ou moins, vous blessez à 2+, PA-4, dégâts D6 + 1, touche fatale, donc s'il fait un 6 pour toucher, il blesse auto. Il est bien équipé en fait pour ouvrir pas mal de véhicules, voire même pas mal de Titanic en fait. Ou alors si jamais il se fait engluer, il a quand même 14 attaques, de force 8, PA-3 dégâts. Voilà, pour moi c'est vraiment the big boss à voir dans une liste démons du chaos, et souvent on va l'accompagner d'un gardien des secrets. Il a une aura de 6 pouces qui donne un bonus de PA-1 au démon de Slaanesh, donc toutes les armes dont sont équipées, déjà rien que pour lui-même, il se donne un boost sur toutes ses armes. Derrière, il a une capacité qui dit que si jamais tu me tires dessus ou que tu m'attaques, à -1 pour me toucher, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est tout type d'attaque. Et enfin, on ajoute régulièrement l'optimisation voleuse d'âme, qu'on l'équipe aussi de son petit égide qui lui fournit en fait une insensible à 5+, qui fait que si on cumule tout, on a -1 pour le toucher, il est invu à 4, insensible à 5+. Grâce à la voleuse d'âme, il va se régénérer sur 4+, pour chaque figurine qu'il va tuer au corps à corps, et si jamais il est dans l'ombre du chaos, ce sera non pas sur un 4+, qui va se régénérer, mais sur un 3+. Ça rigole pas trop. Donc ça, vraiment, dans le top 2, c'est parfait, mais des fois, on peut voir autre chose que le gardien des secrets. Des fois, on peut lui préférer Shalaxi Elbane. Le seul problème avec Shalaxi Elbane, il a aussi un vue à 4, insensible à 5+, il a de meilleures armes de mêlée, il a de meilleures armes de tir, il est un peu meilleur en tout, en gros. Mais vous avez Shalaxi qui coûte 450 points, ou un gardien des secrets qui vaut 290 points. Alors je vais faire mon Marseillais en disant, il y a 200 points d'écart, alors qu'en fait, si vous faites des maths, vous savez qu'il n'y a pas 200 points, il y a un peu moins, mais quand même, c'est une sacrée diff. Donc c'est pour ça, je pense que le gardien des secrets, pour l'instant, est le plus à même d'être joué régulièrement, contrairement à Shalaxi Elbane. Et oui, et pas d'optimisation exactement Razor Cross, car c'est un héros épique. Il récupère pas des points de vie quand il tue des gens. Bon, on va dire, à 2 unités dans le top 5, on va pas compter Shalaxi Elbane, on va juste le mettre pour signaler que, de temps en temps, les plus courageux pouvaient le jouer à la place d'un gardien des secrets. En 3e unité de ce top 5, alors c'est pas en 3e position, c'est juste que je les mets dans un certain ordre qui arrange mon récit. Les Nonos, non, les poulets, le duc du changement. Il a une aura de base qui va donner +1 en force aux armes de tir
des démons de Tzeentch, donc notamment à ses armes de tir aussi à lui, pour son Bolt of Change, car il représente quand même 9 tirs, portée de 18 pouces, c'est là où on est un peu faiblard, mais touche à 2+, force 9 donc, ce 10, PA-1 ou -2 si vous surchargez ou pas, dégâts 1 ou dégâts 3 si vous surchargez ou pas. Il sera toujours avec son optimisation Sceptre Éternel, car les 18 pouces de portée est un vrai problème. Grâce à celui-là, vous passez avec encore un plus en force, donc force 10, force 11, portée 21 pouces, parce que vous gagnez 3 pouces sur la portée de ses armes, mais en plus, si vous êtes dans l'ombre du chaos, c'est plus de en force, donc vous montez jusqu'à force 12, et du coup, portée 24 pouces. Donc ça devient plutôt cool. Ensuite, à la place du Duc du Changement, on peut régulièrement voir une autre figurine, Kéros, exactement. Alors, ce qui est bien en fait avec Kéros, c'est qu'il coûte déjà 20 points de moins. Et je comprends pas trop pourquoi il coûte 20 points de moins. Alors ok, il donne pas de buff plus en force en aura autour de lui, mais franchement, quand je lis ses capacités, je les trouve quand même beaucoup plus intéressantes. Déjà, il a une arme de tir qui est beaucoup plus violente, qui a une meilleure portée. All time, peu importe qu'il soit dans l'ombre du chaos ou pas. Donc on est quand même sur son arme de tir sans surcharger, on est à 24 pouces, D6 plus 3 tirs, ou D6 plus 6 si vous surchargez, 24 pouces, touche à 2+, force 9, PA-2 ou -3 selon la surcharge, dégâts D3, vous êtes blast, tir indirect et à risque si jamais vous avez surchargé. Et son arme de mêlée est aussi bien plus intéressante je trouve que celle du Duc du Changement. À côté vous avez deux capacités, la première c'est une tête regarde vers l'avenir, c'est chaque fois qu'une unité Tzeentch est ciblée avec un stratagème 6 pouces, vous lancez un dé, si le résultat du dé est supérieur, strictement supérieur au numéro du tour en cours, donc en gros tour 1 c'est sur un 2+, tour 2 sur un 3, 4, etc. Et que vous réussissez, vous regagnez un point de commandement. Donc ça c'est plutôt cool. Et pour ce qui est de sa tête qui regarde vers le passé, sa deuxième capacité c'est tout simplement un Vect. Dans certains match-up, pouvoir Vect un stratagème tactique de bataille, comme l'armure du mépris par exemple, c'est extraordinaire en fait. Même si je vois régulièrement des Ducs du Changement, j'y préfère largement Kéros, très largement. Et vous payez 20 points de moins. Par contre, vous ne pouvez pas effectivement l'équiper du Sceptre Éternel, mais en gros un Duc du Changement avec un Sceptre Éternel qui est dans l'ombre du chaos a, allez, grosso merdo, les mêmes caractéristiques que l'arme de Kéros. Allez, unité suivante. Et là, comme disait Sévatar, on va parler du Grand Pabo, le grand immonde, équipé de son optimisation du don sans fin qui lui fournit une insensible à 5+, ou alors à 4+, s'il se trouve dans l'ombre du chaos. Ce qui nous donne en fait une unité endurance 12, 20 points de vie, un vue à 4, insensible à 5+, ou 4+, selon. Il a une capacité qui inflige à une unité à 12 pouces, une unité adverse évidemment, un malus de -1 en endurance, peu importe son type. Donc ça peut être du véhicule, de l'unité montée, des nuées, bref, c'est plutôt bien. Alors ok, c'est pas comme la Death Guard, c'est pas généralisé sur toutes les unités Nurgle, mais un petit -1 endurance sur l'unité qu'il faut, des fois ça fait la différence, parce que ça va vous permettre justement de passer un palier. Donc quand on parle de palier, si jamais normalement vous êtes par exemple force 5 contre endurance 3, vous allez justement blesser à 3+. Si vous baissez l'endurance 3 à 2, à endurance 2, du coup vous passez un palier parce qu'au lieu de blesser à 3+, vous blessez à 2+. C'est ce qu'on appelle passer un palier. C'est soit d'un point de vue défensif, vous allez dégraisser le taux de réussite, donc si vous êtes à 3+, vous passez à 4+ pour blesser, ou inversement, d'un point de vue bénéfique, si vous blessez à 3+, vous augmentez d'un palier, donc vous blessez à 2+. Vraiment, pour l'instant, c'est plutôt cool. Il a une aura de 6 pouces aussi qui fournit une insensible à 6+ aux démons de Nurgle. Donc en général, on va lui donner quelques unités de Nurgle pas très loin. Souvent, ça peut même être des Nurglings. Les Nurglings au corps à corps, vous faites -1 pour être touché. Je sais plus combien de sauvegarde, mais c'est 4 points de vie le socle, insensible à 6, ça commence à faire des trucs. Il a deux armes de tir plutôt intéressantes. La première, elle fait quand même D6 tir plus 1, tir à touche à 3+, force 7, PA-2, dégâts 2. Seul petit problème, c'est que ça a une portée de 6 pouces. Bon, après, vous êtes monstre, vous pouvez tirer avec au corps à corps parce qu'elle n'est pas blast. La deuxième arme, c'est un lance-flamme qui ignore couvert évidemment, qui fait D6 plus 3 touches de force 5, PA-2, donc c'est une PA qui est largement convenable, encore plus quand on ignore le couvert, comme ça l'adversaire est obligé d'assumer cette PA-2 pleinement, mais dégâts. Après ça reste assez pratique contre certaines factions qui, par exemple les sœurs de bataille, si on vous charge avec des Repentia, va faire un petit Overwatch à coup de lance-flamme, parce que je crois pas qu'il soit titanesque. Attendez, je reviens en arrière là si j'enlève ça. Il est monstre, hein. Ouais, monstre. Ouais, non, il est pas titanesque, donc vous pouvez Overwatch avec. Ensuite, du côté de ses armes de mêlée, donc il possède deux profils natifs. Le 6 attaques, touche à 2, force 8, PA-2, dégâts D6 et touche fatale, donc il blesse automatiquement sur des 6 pour toucher, ou alors il a un balayage qui fait 12 attaques, touche à 2, force 6, PA-1 là malheureusement, dégâts 1 et qui est aussi
touche fatale. Alors vous avez plusieurs manières de l'équiper. Vous pouvez perdre votre arme de tir à 6 pouces pour lui mettre la lame bileuse, voilà, qui vous donne 3 attaques de force 6, PA-2, dégâts 2 en extra attaque. Donc du coup, c'est des attaques gratuites en plus, quelque part. Mais vous perdez D6 plus une attaque avec l'arme de tir qui a une meilleure force. Après, c'est identique, sauf que vous touchez à 2+ au corps à corps contre le tir à 3+. Ouais, je préfère quand même son épée de base. Et sinon, vous avez le droit à la cloche aussi. Malheureusement, la cloche, elle a une PA-1. Donc si vous affrontez des armées où vous avez des armures du mépris et des trucs comme ça, bah ça peut être difficile de tuer des figurines parce que le but de cette cloche, c'est lorsque vous tuez des figurines à l'adversaire, vous choisissez une unité porte-peste à 12 pouces et vous pouvez régénérer un porte-peste pour chaque figurine détruite, il me semble. Voilà. Mais vous ne pouvez pas évidemment dépasser le nombre de porte-peste dans l'unité par rapport à son effectif de départ. Allez, on passe à autre chose. Bien sûr, vous pouvez jouer autre chose que le Grand Immonde, il valent le même coût en points. Le Grand Immonde vaut 230 points et celui-là, attention, effet spécial, on va parler de l'incarnation de la Saint-Valentin avec son bouquet de fleurs. À votre avis, c'est qui? Qui est l'incarnation de l'amour avec un joli bouquet de fleurs, avec une belle gueule d'amour, comme j'aime le dire? Moi, Chalaxy, j'en ai déjà parlé de Chalaxy, donc c'est pas lui. Voilà, Zadibou de Rotigus, regardez son joli petit bouquet de pâquerettes, le type mignon avec sa belle gueule d'amour. Regarde, je vous montre, tellement il est sexy. Regardez-le moi, il est-il pas beau, hein? On l'embrasse tous les jours celui-là, on lui fait des gros câlins. Bah écoutez, on partage les fluides. Non, c'est pas ça. Pas comme ça qu'on fait les bébés. Ah merde, on m'a toujours dit qu'il... Il te recrache les pattes de ce midi. Autant vous dire que dans les démons du chaos, Nurgle en général c'est mes chouchous, même si d'un point de vue mécanique de jeu, j'ai d'autres jeux qui sont cool. Bref, voilà, je voulais vous faire la petite vanne avec son petit bouquet de fleurs. Il vaut ses 230 points, il est endurance 12, 22 points de vie, 2 points de vie de plus que le Grand Immonde, mais il n'a pas d'insensible, donc en général, on le jouera en combinaison avec un Grand Immonde pour au moins lui donner l'insensible à 6+, puisqu'il reste démon de Nurgle. De son côté, au niveau de ses capacités, il a le don de contagion au début de la phase de combat. Vous pouvez choisir une unité ennemie à 18 pouces, c'est visible. Et jusqu'à la fin, chaque fois qu'une attaque faite par une unité Nurgle, peu importe, eh bien vous améliorez la caractéristique de dégâts des attaques. Donc on commence à avoir des démons qui tapent à dégâts 2, ou là par exemple son broussin, donc c'est son bouquet de fleurs, broussin, ah j'aurais dit boursin moi, son ail et fines herbes là, qui te tartine sur la face, il peut passer dégâts flat 4. Et ensuite il a le déluge de Nurgle, et c'est pour ça qu'il est intéressant, c'est que tant qu'une unité ennemie est à 6 pouces, eh bien il divise par 2 la caractéristique de contrôle d'objectif et de mouvement. Donc ça c'est cool, et c'est vraiment tant qu'une unité ennemie est à 6 pouces. Donc s'il commence à bouger alors qu'il est dans l'aura, bah, il divise le tout par 2. S'il veut charger, bah, il divise sa carac de mouvement par 2, etc. etc. Donc vraiment ça peut devenir un peu relou si vous voulez le désengager en fait. Si vous bougez de 6, bah, vous allez le désengager de 3 pouces seulement. Très intéressant. Sachant qu'après avoir désengagé, il peut vous faire un petit Overwatch. Il fait 2d6 touches auto, ignore couvert, blessure dévastatrice, force 7, PA-2 dégâts. Alors oui, clairement, en fait, pour moi, Rotigus, pour répondre à Luciole, où je suis d'accord, en fait, pour moi, Rotigus, il se joue pas tout seul. Tu dois avoir un Grand Immonde pas loin. Derrière, voilà, il a son lance-flamme, blessure dévastatrice, ça c'est cool. Il a ses armes, son arme de mêlée, et des attaques psychiques en touche fatale, donc ça blesse auto si vous faites un 6 pour toucher. Et j'aime beaucoup le profil de cette attaque, touche à 2, force 8, PA-3, dégâts 3. Bien sûr, lui aussi, il a un balayage. Donc je le trouve assez intéressant, il se combine bien avec un Grand Immonde. Enfin, on va passer à la 5e unité. On a fait Be'lakor, on a fait le Gardien des Secrets, on a fait le Duc du Changement, le Grand Immonde. Que reste-t-il dans le top 5 des unités les plus jouées dans les listes? Je vous donne un indice, il y a un piège. Je me suis dit, bon, j'ai mis que des démons majeurs, je vais leur mettre autre chose. J'aurais pu mettre Nurgling, c'est vrai. Les Nurglings sont tout le temps joués, mais vu qu'on a parlé de Paria Nexus et que les unités avec 0 de contrôle d'objectif ne peuvent pas faire d'action, je me suis dit que, si ça se trouve, vu que la vidéo sera vue, je pense quand Paria Nexus va sortir, je me suis dit, on va pas mettre les Nurglings.
parce qu'ils sont au C0 et je m'attends potentiellement à une balance data slide qui pourrait un petit peu nerfer ce genre de choses. Il y a un personnage, allez, c'est un personnage. Autre indice, je dirais même que c'est un héros épique. Mais vu que ce n'est pas le buveur de sang, ça ne peut pas être Skarbrand. Dans ce que vous me proposez, vous avez quand même des unités qui font partie de l'épisode, mais qui ne sont pas présentées ici. Eh bien, en fait, mine de rien, c'est une petite unité, héros épique, qui paye pas de mine, mais sincèrement, je la trouve excellente. Et elle est régulièrement jouée dans les listes. Souvent, quand on lit une liste démons du chaos, on va avoir Be'lakor, Gardien des secrets, Duc du changement, Grand immonde, et puis après, on va avoir deux petits personnages, et puis paf, on passe directement aux unités de ligne. Et en fait, dans ces deux petits personnages, ah, bravo Razorcross, c'est le masque de Slaanesh. Alors, pourquoi ? Déjà, il a combat en premier, agent solitaire, il bouge de 9, il est quand même assez rapide, le démon. Il peut avancer, désengager, charger. Au début de la phase de combat, vous choisissez une unité ennemie à 6 pouces, et jusqu'à la fin du tour, les démons de Slaanesh ont +1 pour le blesser. Donc vous vous souvenez du gardien des secrets, et en plus vous lui mettez +1 pour blesser. L'unité adverse a -1 pour blesser, donc c'est sa danse éternelle, hein. Parce que ce qu'il faut choisir, c'est pas les effets, hein, c'est l'unité ennemie à 6 pouces. Et jusqu'à la fin de la phase, il subit les deux choses. À chaque attaque de mêlée d'une figurine Slaanesh, ami qui cible cette unité ennemie, ajoutez 1 au jet de blessure, et à chaque attaque de mêlée d'une figurine de l'unité ennemie que vous avez ciblée, vous serez à 1 au jet de blessure. Donc ça veut dire que le gardien des secrets, là, -1 pour toucher, vue à 4, insensible à 5, régénère, -1 pour le blesser, il te tape à +1 pour le blesser, enfin, pas pour le blesser, mais à +1 pour blesser. Ouais, c'est pas mal. Agent solitaire, donc pour aller le choper, va falloir y aller, sachant qu'il sera entouré de ses gros gardes du corps, là, gardien des secrets, tout ça. Ah, ça fait que ça rend cette unité assez intéressante. Il a au contrôle d'objectif 1, et on sait qu'avec Paria Nexus, bah du coup, il faut avoir au moins 1 de contrôle d'objectif pour lancer des actions. Il est agent solitaire, donc si vous avez besoin d'une unité, pas forcément pour être offensif ou défensif, mais pour valider une action parce qu'il vous reste plus beaucoup de ressources, bah c'est un super candidat. Et derrière, il vous propose quand même une arme de mêlée qui fait 6 attaques, touche à 2+, force 4, +1 pour blesser, PA-1, mais -2 avec le gardien des secrets juste à côté, dégâts 2, blessure dévastatrice. Franchement, c'est cool, en vrai. Pour 85 points, allez, on va dire pour 10 points de moins, non, 15 points de moins, je crois, j'ai le lieutenant en armes combinées chez les Space Marines, et le garçon, il est force 4, PA0, dégâts 1. Au tir, il va vous faire, aller au mieux 2 tirs, touche à 3, PA0, mais blessure dévastatrice, anti-infanterie, il vend pas du rêve, hein. Big Boss, 65 points, mais il est pas, ton Big Boss, il est pas agent solitaire, et s'il veut survivre, il sera forcément meneur, donc dans une escouade. Donc, tu vois, on n'est pas sur le même truc, c'est-à-dire qu'au final, ton Big Boss ne vaut pas que 65 points. Il vaut 65 points plus l'unité qui l'accompagne. En fait, bah franchement, agent solitaire, combat en premier, donc même si vous le chargez, c'est lui qui s'active avant, hein. Et puis vu que c'est au début de la phase de combat, et pas de votre phase de combat, mais de la phase de combat, donc l'adversaire le charge, et bah ok, je te tape d'abord, je me mets +1 pour blesser, et toi t'auras -1 pour me blesser. Donc si vous avez des unités, allez, qui sont force 8, qui blessent normalement à 2+, ils vont blesser à 3+, donc vous enlevez un tiers des blessures. Et Sneakrod, c'est 100 points pour un équivalent orc, c'est ça. Et Sneakrod peut qu'une seule fois par bataille dégager et revenir. Et du coup, il peut pas advance charge, il peut pas désengage charge, Sneakrod, il me semble. Et il a pas un +1 pour blesser focalisé. Donc franchement, j'aime beaucoup le masque, et je comprends pourquoi on le voit régulièrement dans les listes. C'est vraiment une petite unité satellite qui peut booster aussi bien un point de vue offensif que défensif, et franchement, c'est caviar. Allez, on va arrêter le top 5 des unités, et on va passer à mes 5 unités favorites, démons du chaos. Et on va débuter avec, oui, le buveur de sang, parce qu'il est là quand même. Il est là, je ne l'ai pas oublié. Alors, bah, justement, Zadibou, c'est ce que je me suis mis dans les notes. Il vaut quand même 320 points. C'est un petit peu le problème. Après, il a une capacité qui donne un +1 pour toucher aux unités démons de cornes à 6 pouces autour de lui. Alors, c'est bien si vous jouez full corne, mais si vous jouez pas full corne, ça, en gros, ça va être une capacité d'aura qui va vous permettre d'encaisser, par exemple, un malus pour toucher une unité au corps à corps. Typiquement, comme ça, vous resterez sur des touches à 2+. Au niveau de ces équipements, je préfère la grande hache par rapport à la hache plus petite, là, plus classique, parce qu'elle fait seulement une attaque de plus. Force 14, et bien en fait, avec sa force 16 de la grosse hache, c'est que déjà, vous pouvez blesser sur 2+, les endurance 8 ou moins. Et derrière, si vous limitez justement l'optimisation Argas, le roi des lames, vous pouvez potentiellement
potentiellement monter jusqu'à plus 2 en force et en attaque évidemment. Donc ça fait qu'on commence à avoir 9 attaques de force 18, donc force 18, vous blessez les endurants 9 ou moins sur 2+, et les endurance 9 c'est tout ce qui est en gros Rhino, Devilfish il me semble, par exemple le Chevalier Gris, les Nemesis, de mémoire c'est endurance 8, donc vous les blessez sur du 2+. Et derrière c'est un gros fiabilisateur de dégâts, parce que vous êtes dégâts D6 plus 2, au lieu de dégâts D6 sur la petite hache. Alors bien sûr on n'oublie pas son arme de tir de base, hein, c'est le souffle de feu d'enfer, là, ignore couvert. Oh, c'est des 6 touches de force 5, PA-1, dégâts 1, ça mange pas de pain. Après, dans quelques listes aussi, on va pouvoir lui préférer tout simplement Scarbrand à la place. Alors Scarbrand bouge moins, il a 2 points de vie de plus, mais il me semble qu'il a 1 d'endurance de moins. Attendez, je regarde. Ah non, c'est bon, ils ont la même endurance. C'est juste qu'il a 2 points de vie de plus. Par contre, là, on a un mec quand même qui est solo. Bon, déjà, en plus d'avoir une superbe figurine, je trouve. Sa première capacité d'aura, c'est tout de même, tant qu'une unité ami démon, hormis monstre et véhicule, est à 6 pouces de cette figurine, vous ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de l'unité. Mais bon, vu qu'il est monstre, et écrit hormis les monstres et véhicules. Ensuite, on va voir soif de meurtre. Tant qu'une unité est à 6 pouces de cette figurine, chaque fois que l'unité est choisie pour battre en retraite, elle doit faire un test de commandement. En cas d'échec, ce test, alors en tout cas en cas d'échec au test de commandement, l'unité doit rester immobile à cette phase à la place. Et c'est là où Scarbrand, des fois, sera beaucoup plus intéressant que le buveur de sang, car c'est grâce à cette capacité, justement, de désengagement. Parce que, justement, si vous empêchez une unité, par exemple, je sais pas, avec Scarbrand, vous bougez, vous chargez, vous tuez une unité, vous faites votre consolidation et vous impactez une autre unité, celle-ci, si elle n'arrive pas à se désengager parce qu'elle rate son test de commandement, en fait, votre Scarbrand, même s'il est monstre, il est un peu plus tranquille, on va dire. Et donc, ça veut dire aussi qu'il va pouvoir s'activer avant votre adversaire, durant la phase de combat du tour adverse. Et donc, vous gagnez en quelque sorte, entre guillemets, un tour. Et le garçon, il a quand même 8 attaques de force 16, PA-4, dégâts 6, flat. Vraiment, c'est dégâts 6, flat, c'est pas des 6 plus 2 ou des 6, hein. C'est 6. C'est comme si vous jouez la petite hache avec le buveur de sang, mais que vous faisiez que des 6 sur le D6 dégâts. Franchement, moi, je préfère largement Scarbrand, même s'il bouge moins vite. Vous avez toujours l'espèce de souffle de feu en un peu meilleur, mais un peu moins bien en même temps, parce que vous faites 2 D6 touches au lieu de 1 D6, vous êtes toujours force 5, mais vous n'êtes pas PA-1, vous êtes PA-0. C'est ça un petit peu qui est dommage, mais bon, ça reste toujours efficace pour faire un tir en état d'alerte contre une unité de Repentia, même si on en voit moins, ou voire pas du tout les bandes, enfin tout ce qui est petite unité avec une sauvegarde qui est pas non plus énorme et qui ont qu'un seul point de vie. Et sinon, il a un swipe tout de même qui est dégâts 2. Et ça, c'est plutôt appréciable. Le seul petit défaut, je dirais, c'est qu'il a pas le collier d'airain qu'on retrouve sur quelques unités de cornes, qui donne en gros une insensible à 3+, contre les attaques psychiques, de mémoire. Mais bon, ce serait un peu abusé sur ce genre de figurine. On va passer à ma deuxième unité. On reste encore chez Khorne, et cette fois-ci, on va être sur un preneur de crâne, le Skull Taker. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Bon, comme vous savez, tous les démons sont sujets à l'ombre du chaos. Et lorsque vous arrivez en jeu en frappe en profondeur, vous arrivez soit en règle classique, c'est-à-dire à 9 pouces de toute unité ennemie, mais si vous êtes entièrement dans l'ombre du chaos, vous pouvez arriver à 6 pouces de votre adversaire. Donc ça, faut bien retenir cette charge à 6. Donc on en revient à notre preneur de crâne, qui est un meneur, qui a frappe en profondeur comme tous les démons. Sa première capacité, c'est tant qu'il mène une unité, et la seule unité qu'il peut mener, ce sont les Bloodletters, c'est les sanguinaires, en français. Tant qu'il mène une unité, les armes de mêlée dont sont équipées les figurines de l'unité ont l'aptitude blessure dévastatrice. Donc ça veut dire qu'en gros, même si son arme, lui, de mêlée de base, est déjà blessure dévastatrice précision, donc même s'il finit tout seul, il perd pas le bonus, son bonus de meneur. Deuxième capacité, des crânes pour Khorne, celle-ci. À chaque attaque de cette figurine qui cible une unité personnage, donc unité personnage. On parle pas de figurine personnage, mais bien unité personnage. Donc, par exemple, s'il tabasse mes loups, vu qu'il y a un personnage dedans, c'est une unité personnage, et donc le preneur de crâne va pouvoir relancer ses jets pour toucher et blesser. Et si jamais il tue un personnage ennemi, il va gagner un PC. Sachant que derrière, quand même, blessure dévastatrice et les dégâts 3 flat, il rigole pas. Et il reroll touche blesse. Donc, du coup, il optimise sa blessure dévastatrice. Ensuite, si on commence à s'intéresser aux caractéristiques des sanguinaires, puisqu'il va mener les sanguinaires et qui vont avoir blessure dévastatrice, ils ont quand même une arme qui est dégâts 2 de base. Et en plus, ils ont une capacité qui leur permet déjà de relancer les 1 pour blesser. Et si l'unité adverse est en dessous de son demi-effectif, de full reroll bless. Alors, autant la
la full reroll bless sera pas forcément tout le temps pertinente, mais déjà avoir une reroll des 1 pour blesser, bah, ça augmente en gros de 16% vos chances de pouvoir effectuer une blessure dévastatrice. Et n'oubliez pas, la blessure dévastatrice n'est plus une blessure mortelle. Je vois encore trop de gens dire oui, ça fait des blessures mortelles, mais en fait non, c'est blessure dévastatrice. C'est un autre type de dégâts. Les blessures dévastatrices ne sont plus des blessures mortelles depuis un certain temps. Et donc on est voilà, sur une escouade de 10, donc on va avoir 20 patates de sanguinaires, qui en plus ajoutent 1 à la charge grâce à l'instrument du chaos, et grâce à l'icône, ils ont une caractéristique de commandement de 6, donc un commandement de Space Marine, en gros. Ils ont la frappe en profondeur, donc vous pouvez très bien avoir votre petit preneur de crâne en réserve avec son unité de sanguinaire. Quand vous arrivez dans l'ombre du chaos à 6 pouces de votre adversaire, bah, vous n'aurez pas une charge à 6 mais à 5 parce que vous ajoutez 1 à votre jet de charge. Quoi de plus? Quoi de plus, franchement. Donc voilà, c'est une petite combinaison que j'aime bien, qui paye pas de mine et qui peut avoir un impact assez intéressant contre certaines factions. Ensuite, on va voir, cette fois-ci, on retourne chez Tzeentch, une petite unité qui a longtemps été jouée, notamment pour réaliser des actions sous Léviathan. Elle est agent solitaire. Ce sont les scribes bleus. Ça bouge de 12, donc c'est une mobilité énorme. Bon, on va pas vraiment s'intéresser à son arme, même s'il est anti-psycheur de plus, et à 0 dégâts 1, quoi, et touche à 5. Et surtout, il bouge de 12. Il est contre l'objectif 2, donc il va pouvoir faire des actions. Agent solitaire, donc on va pas pouvoir le tuer au tir si facilement. Derrière, il a 2 capacités. La première, c'est tant qu'une unité ennemie est à 12 pouces de cette figurine, à chaque attaque psychique d'une figurine de l'unité ennemie, on soustrait 1 jet pour blesser. Ça, c'est une capacité qui est assez anecdotique, parce que le -1 blesse que contre les attaques psychiques, bon, avec une endurance 4, voilà quoi. Alors derrière, ce qui sera un peu plus intéressant, c'est quand vous n'avez pas besoin de faire d'action avec elle, mais que vous avez besoin d'avoir un petit burst en blessure mortelle. Ah, c'est là où ça va être assez intéressant, c'est le barrage magique de Xiratepe. À la fin de votre phase de mouvement, vous jetez un D6 pour chaque unité ennemie à 6 pouces. Donc c'est vraiment en mode fait 12 pouces, j'avance, je fais un D6 d'avance, hop, je fais entre 13 et 18 pouces, je me mets à 6 pouces de plein d'unités ennemies, et là je balance mes dés. Il faut que je fasse au moins enfin si je fais 2 ou 3, c'est une blessure mortelle, 4 et 5, c'est des 3 blessures mortelles, et sur un 6, c'est des 6 blessures mortelles. Donc en gros, sur 2+, chaque unité va prendre un certain nombre de blessures mortelles dépendamment du résultat de votre dé. Donc vraiment, pour moi, c'est une petite unité hybride, quelque part, qui est mobile pour aller faire des actions, qui a quand même de l'OC, du coup, pour ne serait-ce que contrôler un objectif pas très loin de votre zone de déploiement. Et de mémoire, il coûte pas très cher. Les scribes bleus, c'est 75 points, donc c'est 10 points de moins que le masque de Slaanesh. Bien sûr, si vous n'avez pas le scribe bleu, une autre unité peut-être intéressante, c'est le changelin qui est presque équivalent. Il vaut 90 points, donc on est quand même 15 points au-dessus des scribes bleus. On bouge que de 6, malheureusement. On est quand même agent solitaire, mais on a discrétion, il a horreur amorphe, et chaque fois qu'une unité ennemie souhaite choisir cette figurine, donc le mystificateur, comme cible d'une attaque, peu importe que ce soit une attaque de tir ou de combat, l'unité doit d'abord faire un test d'ébranlement. En cas d'échec à ce test, en plus d'être ébranlée, l'unité ennemie ne peut pas cibler cette figurine à cette phase. Et ensuite, on a malice de confusion. Au début de la phase de tir adverse, choisissez une unité ennemie à 12 pouces et visible de cette figurine et jetez un D6. De 2 à 5 jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine, cette unité ennemie aura -1 pour le toucher, et sur un 6, elle ne sera pas éligible pour se faire tirer dessus. Enfin non, elle ne sera pas éligible pour tirer, parce qu'on parle de l'unité ennemie. Contre, elle est moins mobile, donc vous pouvez faire un peu moins de choses. C'est souvent une petite figurine que vous laissez dans votre zone de déploiement pour juste tenir l'objectif dedans, et c'est tout. Derrière, il a quelques armes de tir qui touchent auto, qui sont assez marrantes. Notamment en surcharge, vous êtes en D6 plus 3 tirs, force 6, PA-1, dégâts de D3, ignore couvert. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? La mention honorable, car ça y est, ça fait 5 unités favorites. On va regarder quelle unité est en mention honorable. Et là, je vous réserve aussi une petite surprise. À votre avis, quelle est l'unité que j'ai mis en mention honorable? Je vous donne un indice, c'est Nurgle. C'est même, allez, un personnage de Nurgle. Et si vous me donnez l'unité qui l'accompagne, juste celle-ci, je peux vous valider. Parce qu'il ne sera pas tout seul, c'est un meneur. Là, vous allez me dire, mais Bijorn, ils ont plein de personnages meneurs chez Nurgle. Et oui, vous donnez votre langue au loup. Ah, Thanator. Bon, tu as trouvé l'unité Bodyguard. Effectivement, hop, je parle de l'Horticulus Slimux accompagné de sa bête de Nurgle. Regardez cette petite bouille d'amour de bête de Nurgle. Regardez, on dirait qu'il lève la patte pour aller chercher la baballe. Regardez-moi ça là. Oh, il est tout kawaii. Bon, vous avez compris, avec les unités de Nurgle, je me tape de sacrés délires.
Ne faites pas ça chez vous, hein. Je suis un professionnel, hein, évidemment. Alors, donc l'Horticulus Slimux, il vaut 120 points, la bête de Nurgle 70 points, et on peut maximum soit les avoir par 1 ou une unité de 2, donc 140 points les deux. Alors tout d'abord, Horticulus Slimux. Bon, il a quand même des attaques bonus, donc des extra attaques qui sont blessures dévastatrices. Bon, ça lui fait que 2 attaques, mais il est quand même dégâts 3, le coquin. Et pour ce qui est de son arme de mêlée de base, il est dégâts 3 aussi. Et pas blessure dévastatrice, touche fatale, donc tu peux blesser auto s'il fait un 6 pour toucher. Il est dresseur de bête, qui fait que tant que cette figurine mène une unité, vous pouvez relancer les jets de charge pour l'unité. De plus, une fois par bataille, vous pouvez cibler l'unité avec le stratagème intervention héroïque pour 0 point de commandement, et vous pouvez le faire même si vous avez déjà utilisé ce stratagème sur une unité différente à cette phase. En gros, vous pouvez avoir un Horticulus endurance 10, 10 points de vie, avec ces bêtes de Nurgle qui sont de mémoire endurance 9, 7 points de vie. Commence à faire mal. Et derrière, en fait, c'est sa deuxième capacité qui est assez amusante. Ensemencer le jardin de Nurgle à la fin de votre phase de mouvement. Donc en gros, vous pouvez faire votre petit advance si vous voulez, parce que bon, vous bougez que de 6 par contre, hein. Vous êtes assez lent, c'est le point faible, on va dire, de Slimux, sachant que c'est une unité montée, donc il traverse pas les murs, mais les bêtes de Nurgle de mémoire sont bêtes, donc elles peuvent. À la fin de votre phase de mouvement, si cette figurine est dans un élément de zone de terrain, donc en gros, il faut juste être à portée de l'élément de décor, parce qu'à la fin de la bataille, cet élément de zone de terrain est considéré comme étant dans l'ombre du chaos de votre armée. Et juste vérifier une chose, c'est dans la VO, si c'est bien Within ou Wally Within terrain. Que des fois, en français, on a des petits bugs, mais il me semble que c'est Within, démon du chaos, et Within. Donc c'est à portée, donc il suffit qu'ils mettent un petit orteil dans un terrain, il est considéré dedans, et donc le terrain devient une ombre du chaos, est considéré comme étant dans l'ombre du chaos de votre armée. Et là on va pouvoir débloquer pas mal de capacités. Ça veut dire que si Horticulus est dans l'élément de zone de terrain, bah, du coup vous pouvez jouer des stratagèmes sur son unité, genre ah oui, je vous ai mis les stats des bêtes de Nurgle, parce que mine de rien, étape à dégâts 2, elles ont 6 attaques, blessures dévastatrices, et en capacité elles ont grotesque régénération. En gros, si vous n'êtes pas capable de les tuer en une phase, elles vont régénérer tous leurs points de vie à la fin de chaque phase. Donc si au tir, vous lui faites pas tous les points de vie, du coup, elle se régénère. Rephase de combat, c'est pareil. Phase de charge, si vous mettez des blessures mortelles mais que vous n'en tuez pas, hop, elle se régénère. Bref, là, vous pouvez jouer, justement, du coup, Regain War, Advance Charge. Vous pouvez jouer potentiellement l'invulnérabilité démoniaque, qui est là, est excellente pour ce genre d'unité, parce que vous avez une grosse endurance, vous avez pas mal de points de vie. Bon, vous êtes juste un vu 5+ sur les bêtes, mais au moins ça vous permet de relancer les 1 de vos sauvegardes invulnérables, donc plutôt cool. Ensuite, on va avoir un autre stratagème que je trouve sympa, parce qu'en fait, on vous dit bien sur Horticulus que jusqu'à la fin de la bataille, le décor est considéré sous l'ombre du chaos. Donc ça veut dire que derrière, si à la fin du tour adverse, on vous dit choisissez jusqu'à 2 unités Légion Démonica de votre armée qui sont dans l'ombre du chaos de votre armée, ou une unité de démons que vous retirez du champ de bataille et qui revient à votre prochaine phase de renfort via la règle frappe en profondeur. Bon, tous les démons ont la frappe en profondeur, donc ça va. Mais du coup, vous pouvez arriver en frappe en profondeur à 9 pouces des unités ennemies ou à 6 pouces, dépendamment de l'ombre du chaos, mettre un petit orteil dans un décor, et pof, celui-ci aussi, du coup, puisque vous arrivez après votre frappe en profondeur à la fin de votre phase de mouvement, le décor devient aussi une ombre du chaos. Donc voilà, j'aime beaucoup Horticulus, en mention honorable avec ces 2 bêtes de Nurgle. J'ai juste vérifié, bête de Nurgle, c'est bien bête, hein. Oui, c'est ça. Donc en gros, vos bêtes de Nurgle peuvent traverser les murs, mais pas Horticulus. Bien, même s'ils gagnent le mot-clé bête, ils gardent quand même le mot-clé monté. Donc souvent, vous allez mettre vos deux bêtes du chaos potentiellement derrière un mur lorsque vous déployez. Faites avancer votre unité, parce qu'effectivement, vous ne bougez que de 6 pouces. Et vraiment, Horticulus, j'aime beaucoup justement le fait que, jusqu'à la fin de la bataille, l'élément de terrain est considéré comme étant dans l'ombre du chaos de votre armée. Parce qu'on vous dit pas que tant que cette figurine est dans l'élément de terrain, le décor est considéré dans l'ombre. C'est à la fin de votre phase de mouvement. Est-ce qu'elle est dans l'ombre? Enfin, est-ce qu'elle est dans le décor? Oui. Alors, jusqu'à la fin de la bataille, l'élément est dans l'ombre. Et là, on commence à pouvoir faire plein de tricks. Sachant qu'en termes de points, si vous prenez vraiment Horticulus plus les 2 bêtes, vous êtes à 260 points. Et vous avez un total de 24 points de vie, en 1 vue 5+ pour les bêtes et 4+ pour lui, avec une sauvegarde à 3+ de base, hein, pour l'Horticulus. Et endurance
9 pour les bêtes et endurance 10 pour lui. Franchement, c'est une unité qui est ultra relou à tuer. Hein. Derrière, vous relancez 16% de vos invulnérables. Plutôt fort. Je pense que si je jouais full Nurgle, forcément, il faut l'auto-inclure pour générer justement des tricks comme ça. Sinon, vous jouez les deux. Bah, en fait, ça vous fait et la zone de chaos autour de Be'lakor et les zones de terrain que vous allez pouvoir justement créer grâce à Horticulus. Et en plus, n'oubliez pas qu'en format, même en format Games Workshop, les Youth Fake Solo ou alors WTC, bah, en fait, on est sur des zones de terrain de 12 par 6. Pour les gens qui jouent leur Be'lakor de façon agressive avec FEP à 3, etc., bah, Horticulus, c'est un mini Be'lakor, mais plus délicat à manœuvrer. Oui, c'est ça. C'est moins facile à manœuvrer parce qu'ils sont gros, ils sont lourds, ça tank. Et après, derrière, ça fait quoi? Ça fait 6 OC. Ils ont 2, hein, les bêtes. Ouais, voilà, c'est ça. Ça vous fait 6 d'OC. Après, si vous pouvez jouer au minimum, hein, vous pouvez juste jouer Horticulus, mais du coup, vous perdez sa capacité à faire l'intervention héroïque à 6 et à relancer votre charge. Parce que derrière, si vous êtes dans l'ombre dans le warp, donc en gros, Horticulus, il avance, il met un orteil dans le décor devient ombre du chaos. Vous êtes considéré à portée de l'ombre du chaos. Vous payez un PC, vous pouvez advance. Enfin, vous pouvez charger après avoir advance. Sachant que Horticulus vous permet de relancer le jet de charge. En vrai, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à taffer avec cette petite stat. Je trouve vraiment sympa à jouer. Et ça change des listes habituelles. Il n'y a qu'un truc qui nécessite d'être entièrement dans l'ombre, c'est la FEP à 6, règle du détachement. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, le but là, c'est juste de créer une zone d'ombre du chaos pour que justement les gens puissent FEP à 6. C'est surtout ça. Parce que ouais, vraiment, les zones de terrain en fait du WTC, c'est du 12 par 6 quoi. Donc vous mettez un petit orteil, paf, vous avez toute une zone de 12 par 6 qui devient vraiment ombre du chaos et je trouve ça vraiment très très fort. Et donc voilà. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.